Bonjour à tous, donc dans le cadre des journées franco-québécoises axées sur la douleur et l'autisme en santé mentale, on va traiter aujourd'hui de l'adaptation aux soins et notamment pour les personnes autistes qui ont des grosses difficultés quand même à aller consulter des thérapeutes en santé. Les principales problématiques pour les personnes autistes et les familles qui vont consulter, ça reste l'adaptation du thérapeute. Donc c'est vrai que dans le cadre du TSA, il y a plusieurs facteurs qui vont être présents et notamment les particularités perceptives sensorielles. Dans la réception sensorielle, il y a 5 états qui existent, donc qui sont l'hypersensibilité perceptive, l'hyposensibilité perceptive, la fascination, la douleur et la fluctuation. Donc ces 5 états, ils vont reposer sur les différents sens qui nous possèdent, c'est-à-dire le sens visuel, donc au niveau des yeux, le sens auditif, le sens olfactif, le sens gustatif, le sens interoceptif, qui sont les sensations internes, le sens tactile, donc qui est le toucher, le sens proprioceptif, qui est le sens qui nous permet de sentir notre corps dans l'espace, tous les composants musculaires, et le sens vestibulaire. Ces différents sens, ils vont axer notre corps à réagir avec l'environnement, et ils vont être principalement potentiellement différenciés chez les personnes autistes selon le niveau cognitif et selon la sévérité de l'autisme. Ces problématiques vont être notamment les freins à une consultation chez un thérapeute et notamment chez un thérapeute de santé. Le but, c'est de comprendre ces particularités pour pouvoir adapter notre comportement de soins, notre environnement et tout notre comportement de thérapeute pour qu'il puisse bien être traité. Je vais vous montrer quelques petits conseils pour pouvoir adapter votre salle de soins, votre comportement de thérapeute et votre manière de vous adresser aux patients. C'est vrai, quand on est devant un patient qui est autiste, sans déficience intellectuelle ou sans trouble cognitif, ça peut éventuellement bien se passer. Cependant, quand on se retrouve avec un patient qui a des troubles cognitifs assez sévères ou une déficience intellectuelle assez importante, on peut être en grande difficulté. Donc le but, c'est de comprendre les particularités perceptives pour pouvoir adapter tout l'environnement et que le contexte biopsychosocial soit vraiment mis en place pour ces patients et pas uniquement biomédical. Donc on va détailler les différentes réceptions sensorielles et ensuite on va détailler un petit peu chaque sens pour que vous puissiez bien comprendre comment telle perception sensorielle est perçue et du coup comment elle peut poser problématique pour le traitement. Donc quand on parlait des 5 composantes sensorielles, donc l'hypersensibilité, l'hyposensibilité, la fluctuation, la douleur, la fascination, il faut comprendre que ce n'est pas le sens qui est problématique, ce n'est pas l'organe sensoriel, c'est la réception neuro qui est différenciée. Donc dans une cas d'hypersensibilité, par exemple visuelle, la personne va recevoir le flux lumineux comme beaucoup trop intense. Donc ça peut être problématique pour certaines situations, certains traitements. Dans des cadres d'hyposensibilité, par exemple auditive, la personne ne va pas assez bien recevoir le sens du son et va percevoir des sons différenciés possiblement. Dans les cadres de fluctuation, la personne va recevoir des notions d'hyper ou d'hypo, de douleur ou de fascination possible, donc c'est assez compliqué à gérer. Dans les cadres de douleur, la réception du sens va créer une douleur chez la personne comme c'est cité. Et dans les cadres de fascination, ça va créer une notion de plaisir assez intense pour la personne qui va vouloir se stimuler avec ce sens. Donc dès lors qu'on comprend ces 5 composantes, on peut les adapter aux différents sens. Dans les cadres du visuel, donc on est surtout sur de l'information de lumière et de contraste. Donc nous, en tant que thérapeute, on devra adapter notre environnement visuel comme nous-mêmes pour que ce soit supportable pour le patient. Dans le cadre de l'audition, donc ça va être principalement les bruits, mais les fréquences aussi aiguës, graves, qu'il faudra qu'on adapte pour qu'ils soient bien pendant le traitement de soins. Dans les cadres gustatifs et olfactifs, c'est des notions qu'il faudra comprendre et mettre en place également pour que le traitement se passe bien, qu'il n'y ait pas trop d'odeurs particulières, parce que dans le cadre des personnes autistes et du perceptif sensoriel olfactif, il n'y a pas nécessairement de mauvaises ou de bonnes odeurs. Ce sont surtout des odeurs qu'ils supportent ou qu'ils ne supportent pas. Donc il faudra se mettre dans une neutralité maximale, tout comme la pièce, pour que cela se passe bien.
Dans les cadres interoceptifs, donc qui sont les sensations internes, il faudra le prendre en compte dans nos recherches symptomatiques et cliniques qui peuvent occasionner des absences de diagnostic parfois et des pathologies organiques des fois sévères chez certains. Dans les cadres du proprioceptif, donc qui sont la mobilisation musculaire, il faudra faire attention à notre manière de nous comporter pour bouger les articulations, pour bouger le corps du patient et pour se comporter avec lui lorsque l'on est autour de lui, lorsque l'on tourne autour de lui. Dans le cadre du tactile, donc on imagine une hyper ou une hyposensibilité, les capteurs superficiels ou profonds seront plus ou moins mis en jeu par rapport à la perception neurologique. Donc il faudra le mettre en compte dans notre traitement pour pouvoir toucher le patient de manière bienveillante et adéquate. Et dans le cadre du système vestibulaire, pareil, il faudra faire attention à ne pas trop bouger le patient, à ne pas trop bouger la table s'il a une hypersensibilité, ou à l'inverse, à favoriser ses mouvements pour qu'il soit vraiment bien de ce côté-là. Donc, on va faire un petit tour de la pièce pour vous donner des exemples au niveau installation environnementale pour que la séance puisse bien se dérouler, donc que ce soit dans le cadre d'un soin médical ou paramédical, mais que le thérapeute puisse vraiment comprendre cela pour mettre en place un soin adapté. Pour adapter une pièce de consultation, donc cela peut se faire en libéral ou en section hospitalière, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre dans la neutralité le plus possible les stimuli sensoriels pour éviter que la personne qui soit plutôt en hypersensibilité perceptive ne soit embêtée et que la personne qui soit plutôt en hyposensibilité perceptive puisse se stimuler d'elle-même avec d'autres choses en amont. Ce qui va être important déjà, ça va être la luminosité de la pièce. Il faut éviter les lumières directes dans la pièce, donc plutôt des lumières avec des abat-jours ou qui vont projeter contre le mur la lumière, qu'on pourra aussi facilement, possiblement éteindre ou en tout cas diminuer en termes de luminosité. Ensuite, ça va être la notion sonore dans la pièce. Donc, quand on reçoit des patients autistes, si on a de la musique en fond habituellement, il vaut mieux ne pas la mettre et la rajouter si besoin, si nécessaire. De même pour les bruits de fond, il vaut mieux conseiller aux patients de venir consulter les après-midi ou les matinées où on a moins de patients dans les couloirs, dans la salle d'attente, possiblement moins de trafic dans la rue, qui pourrait augmenter le niveau sonore et perturber le traitement de soins. Ensuite, au niveau odeur et goût, il va falloir essayer d'éviter les odeurs dans le cabinet, donc de ne pas, si possible, de ne pas se parfumer, de ne pas mettre de déodorant, de shampoing trop odorant pour ne pas perturber les sens de notre patient. Après, on pourra utiliser certaines odeurs pour stimuler par la suite, mais de se mettre dans une neutralité dès le début. Au niveau thérapeute, il vaut mieux être vraiment prévenant par rapport à nous-mêmes et ne pas avoir trop de stimuli sensoriels pour la personne. C'est-à-dire d'avoir plutôt des bijoux, si on en porte, qui sont vraiment très petits, très légers, qui ne vont pas créer de stimulation auditive, visuelle, olfactive ou autre. Pareil pour nos vêtements, il vaut mieux favoriser des vêtements relativement neutres, des vêtements sans contraste, sans effet visuel pour ne pas perturber au niveau visuel le patient. Et de même dans notre qualité sonore, d'être si possible assez bas dans le niveau sonore lorsqu'on leur parle pour éviter de perturber au niveau sensoriel. Ensuite, dans le cadre tactile, faire attention à notre manière de toucher le patient, de prévenir le patient lorsque l'on le touche et d'utiliser si possible un miroir pour que le patient puisse visionner et visualiser ce qui se passe et de proposer à chaque fois de bien montrer que la main va toucher le patient, de toucher le patient ou bien de toucher d'abord sur nous et ensuite de toucher le patient. Au niveau vestibulaire, on va faire attention à la table si elle est électrique, notre table de soins, de ne pas trop la monter et la descendre en continu qui pourrait stimuler la perception vestibulaire et perturber des patients. Donc de toujours demander au patient d'avoir son aval, même s'il n'est pas communicant, mais d'avoir au moins sa réaction corporelle et physique par rapport à ce qu'on propose.
Pour le proprioceptif, ça va être la même chose. On va s'adapter au patient, on ne va pas le toucher constamment dans tous les sens et on va visualiser sa réception physique, en tout cas, à ce qu'on va faire lorsqu'on va le toucher. Donc, les grandes bases vraiment d'adaptation du thérapeute et de l'environnement, c'est une pièce qui va être relativement neutre, si possible, dans le maximum du faisable, avec des murs qui ne vont pas être trop chargés au niveau tableau, au niveau réflexion lumineuse ou autre, des lumières relativement indirectes, un fond sonore assez neutre également, et du matériel sensoriel possiblement complémentaire adapté, on va voir juste tout à l'heure, pour pouvoir faciliter en tout cas l'apport et l'abord tactile, proprioceptif et de toucher chez la personne autiste. Le thérapeute, il peut également utiliser des objets sensoriels pour adapter sa prise en charge et le contact avec le patient. Donc on peut par exemple utiliser des balles à picot comme celle-ci, donc on en a des plus grosses, des plus petites, des plus pointues, des moins pointues, qui vont par exemple stimuler au niveau tactile, notamment pour les hyposensibles. On peut utiliser ce type de balles pour établir un premier contact. Et dans les cas par exemple des patients hypersensibles tactiles, ce sera des pressions beaucoup plus profondes qu'on va proposer pour saturer les capteurs au niveau sensoriel. Donc par exemple des coussins vibrants comme ça, qui vont être à plusieurs revêtements. Celui-là est en velours, mais vous pouvez l'utiliser en plusieurs revêtements, et de proposer par exemple des techniques où on va appuyer le coussin et on va saturer tous les capteurs sensoriels du patient. Donc dans le cadre d'hyposensibilité proprioceptive par exemple, d'hypersensibilité tactile, ça peut être vraiment efficace d'asseoir le patient sur ce type d'objet pour pouvoir nous mettre en place le soin dont on a besoin. On a également par exemple des choses comme celle-ci, des vibromasseurs tout simplement qu'on trouve d'occasion un petit peu partout, qui vont créer une vibration également. Donc certains ont de la lumière, donc attention aux hypersensibles visuels avec ce type d'objet, mais où on va pouvoir proposer des vibrations un petit peu continues sur tout le corps pour traiter soit ce qu'on veut traiter, ou bien pallier le sens pour pouvoir nous mettre en place le soin selon notre spécialité médicale, paramédicale ou tout simplement thérapeutique. Donc également, on a d'autres objets comme celui-ci, donc qui est un rouleau à picot qui peut être utilisé dans des cadres de sensibilité tactile, proprioceptive, qu'on va utiliser le long du corps dans un premier abord pour pouvoir ensuite aller investiguer d'autres zones corporelles. Des petites brosses comme ça, tactiles, sensorielles, qui se trouvent assez facilement. Ça, on peut les proposer à des patients pour qu'ils puissent s'occuper au niveau sensoriel, pour pouvoir pallier les seuils perceptifs et pour pouvoir nous à côté faire notre traitement standard. Donc on a également d'autres objets. Le but en fait c'est surtout de trouver autour de vous ce qui pourrait servir au niveau perceptif. Donc il n'y a pas de nécessité d'acheter des choses très chères, très, très coûteuses, mais c'est de trouver autour de vous comment vous pourriez pallier le sensoriel chez votre patient, donc le perceptif sensoriel chez votre patient. Donc là on est par exemple sur des plaques à picot qu'on peut par exemple rouler sur le patient ou faire asseoir, poser sous les fesses du patient pour qu'il puisse se stimuler avec ça. Là on est plus sur quelque chose de plus doux, de plus long, où on peut poser ça sous les pieds du patient, sous la tête du patient. C'est vraiment selon les besoins du patient, s'il arrive à exprimer ce qui lui fait du bien, de ne pas hésiter à avoir son avis, et s'il a beaucoup plus de difficultés communicationnelles, cognitives, de voir sa réaction tout simplement au contact. On peut également utiliser d'autres objets, par exemple des objets sonores. Un patient qui va vouloir se stimuler au niveau auditif, on va pouvoir lui proposer une stimulation sonore, donc évidemment selon son âge et ses compétences, pour pouvoir nous aller investiguer d'autres zones au niveau corporel. On peut également utiliser par exemple des huiles de massage. Donc ça, ce qui est très important pour les huiles de massage, c'est attention,
à l'odeur de l'huile. Il faut vraiment que l'odeur soit le plus neutre possible. Faire également attention à la composition de l'huile. Pas d'huile essentielle chez les personnes qui prennent des neuroleptiques, chez les épileptiques également. Il vaut mieux utiliser une huile végétale avec le moins d'odeur possible pour pouvoir faire des traits de massage profonds et saturer également les capteurs tactiles proprioceptifs pour pouvoir atteindre d'autres niveaux qu'on voudrait travailler. On peut également utiliser des objets tout simples qui semblent anodins, par exemple des brosses à dents pour bébé, pour aller essayer de stimuler au niveau sensoriel et perceptif des endroits plus compliqués d'accessibilité, comme les masséters pour des personnes qui vont avoir tendance à bruxer, ou que la personne puisse s'occuper avec ça pendant que nous on met en place le traitement. Donc ce qui est vraiment nécessaire de comprendre, c'est que toutes ces particularités perceptives, elles peuvent être un frein à la consultation médicale à cause de l'environnement qui n'est pas adapté, à cause du thérapeute qui n'est pas adapté. Et ces particularités perceptives sensorielles et ces états de réception de l'information, elles peuvent créer à la longue des troubles somatiques plus ou moins importants qui sont rarement diagnostiqués et qui peuvent occasionner des maladies des fois assez sévères chez certains. Donc si vous adaptez votre environnement, si vous adaptez vous-même, que vous êtes dans une neutralité et que l'environnement est dans une neutralité maximum, vous favorisez au plus l'accessibilité aux soins pour les personnes autistes, pour leur famille également, et de permettre de compenser certains troubles perceptifs qui sont quand même la plupart du temps augmentés par des possibles douleurs somatiques déjà présentes chez eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une personne autiste reste un être humain à part entière et peut développer au même titre que n'importe quelle autre personne diverses pathologies, troubles somatiques qui sont chez eux d'autant plus majorés par ces sensibilités perceptives. Ce qui est important de comprendre quand on touche un patient dans une notion de soin, c'est qu'il faut y aller progressivement selon ses perceptions sensorielles à lui et selon tout simplement la bienveillance qu'on doit avoir en tant que thérapeute. Donc pour aller toucher un patient, on ne va pas directement aller toucher un patient rapidement comme ça. On va lui proposer, on va lui expliquer ce qu'on fait. Donc soit il arrive à le comprendre au niveau cognitif et on va lui dire je touche l'épaule, on va toucher l'épaule progressivement. Soit on peut utiliser un miroir devant lui pour qu'il puisse visualiser que quelqu'un est en train de toucher son épaule. Il y a d'autres paramètres où on peut proposer directement par notion physique, de proposer de prendre les mains. Donc certains patients vont les prendre directement. Les patients qui auront plus de difficultés, on va lui dire tu me donnes tes mains et ils vont donner les mains plus facilement. Il faut aussi être en nécessité de comprendre que certains patients ont des troubles cognitifs parfois sévères, avec des déficiences intellectuelles parfois sévères. Donc il faut faire des phrases relativement simples, avec des parties du corps relativement simples, tout en restant dans la bienveillance en le disant. Pareil, quand on va aller toucher le dos, on va toujours expliquer « je vais aller toucher ton dos », voilà, je suis sur ton dos. Et dès lors qu'on est sur le dos, on va demander toujours « est-ce que c'est ok ? Est-ce que c'est bon ?» Soit le patient dit oui ou non, ou bien il ne parle pas, il ne réagit pas, mais il va garder un contact physique qui va vous permettre de comprendre qu'il a accepté le contact physique. Ensuite, si un patient, par exemple, me prend la main, mais l'enlève directement, c'est qu'il a beaucoup plus de difficultés là-dessus. Donc on va proposer des notions de comptage, de dire « je te touche la main jusqu'à 10 et à 10 j'enlève ». Je relis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'enlève. On peut après répéter la chose. Je touche l'épaule jusqu'à 10. Ok. Je touche l'épaule jusqu'à 10. On compte jusqu'à 10. 1, 2, 8, 9, 10. À 10, on enlève. Mais on peut continuer quand le patient commence à s'habituer et à permettre, à autoriser en tout cas le toucher du thérapeute. Donc toutes ces choses-là, c'est important à mettre en place. Il y a des notions aussi de timer qu'on peut utiliser chez certains patients qui ont vraiment des difficultés spatio-temporelles, de proposer un timer. Dès lors que le timer est terminé, la séance est terminée.
Il faut également préparer certains patients aux soins, donc avec les éduques, les parents, les psychomopes, les ergos, les psychologues, enfin les infirmiers, tout le panel d'accompagnement qu'il puisse y avoir. On peut préparer les patients à la consultation avec une photo du thérapeute, une photo de la pièce, toujours des photos récentes, c'est important pour que le patient puisse bien se rendre compte. Et nous, quand on reçoit le patient dans le cadre de soins, d'adapter la prise en charge, d'adapter le contact au patient, d'adapter notre comportement et nos recherches cliniques. C'est une répétition, mais chaque patient autiste est une personne humaine. Donc il faut toujours rechercher les signes cliniques de pathologie ou de troubles fonctionnels auxquels on pense dans un regard bienveillant et de soins. Des signes, des stéréotypies particulières peuvent évoquer certaines pathologies, des notions de reflux par exemple, un patient qui va se frotter la gorge en continu, notamment le matin après une position horizontale, qui va avoir certaines sélectivités alimentaires, s'interroger sur des reflux et ne pas voir qu'une personne autiste dans le concept biomédical, mais de voir un être humain à part entière dans le contexte biopsychosocial. Donc à nous de nous adapter pour qu'ils puissent être traités et non à eux de s'adapter à notre traitement de soins.